En manchette ce soir, l'absence de contrôleurs routiers sur le terrain pèse lourd. 5 mois sans surveillance routière, les risques et les coûts explosent. J'en ai beaucoup là, qui ont quitté, mais j'en ai énormément qui postulent ailleurs présentement. Puis ça, ça nous inquiète beaucoup. Un investissement majeur au centre de formation professionnelle Lac-Abitibi. Et un ex-médecin de la région dénonce des manœuvres d'influence autour de la fonderie Horn. Bon vendredi, merci d'être à l'écoute. Privés de patrouille depuis 5 mois, les contrôleurs routiers ne peuvent plus intervenir contre les dangers sur la route. Le syndicat appelle le gouvernement à agir avant qu'un accident grave ne survienne. Élise Tessier nous en dit plus. C'est pas facile pour plusieurs de mes membres, qu'eux autres sont habitués à l'action. La Fraternité des constables du contrôle routier du Québec dénonce le maintien des agents à leur poste fixe depuis 5 mois, imposé par le tribunal administratif du travail. Leur retour sur la route dépend des mesures contre les risques liés aux armes à feu. Ils sont habitués de faire des interventions là, dans lesquelles ils sentent qu'ils ont contribué à sauver des vies. Et j'en ai beaucoup qui ont quitté, mais j'en ai énormément qui postulent ailleurs présentement. Puis ça, ça nous inquiète beaucoup parce que là, on était à 315 contrôleurs routiers. Une fois que le gouvernement va avoir pris sa décision, c'est certain que nos effectifs vont avoir baissé en conséquence de l'indécision du gouvernement. Privés de patrouille, les contrôleurs craignent pour la sécurité des usagers. Depuis, le syndicat estime 70 000 interventions de moins et des constats d'infraction en chute libre. Il s'agit d'une perte de plusieurs millions pour l'État. Au moment qu'on se parle, quand je pars du bureau, mettons on a un bureau à Val-d'Or, puis on a un à Rouen, puis je m'en vais au poste de contrôle, mettons à Louis-Court, pendant que je fais cette distance-là, je peux voir des infractions criminelles, je peux voir quelqu'un là, qui fait une conduite dangereuse ou que je soupçonne d'être en état d'ébriété, je n'ai même pas le droit de l'intercepter. À Val-d'Or, le député Pierre Dufour reconnaît la complexité du dossier. Le président du syndicat disait que peut-être que les élus ne comprenaient pas tout à fait le genre de rôle qu'ils ont à assumer. Il faut comprendre aussi, par contre, est-ce que le mandat des contrôleurs routiers devrait être maintenu sous cette base-là, donc très élargie, ou encore là, davantage s'occuper de la situation du camionnage sur la route, comme on le voit, là, qu'il y a quand même plusieurs enjeux au niveau du camionnage sur les routes du Québec. À la veille du remaniement ministériel, le syndicat redoute qu'une avancée rapide survienne si un nouveau ministre reprend le dossier. Élise Tessier, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et toujours sur le même sujet, par courriel, la Société d'assurance automobile du Québec, qui gère le contrôle routier, admet que le processus avec le tribunal administratif est complexe et qu'elle fait des efforts pour répondre au jugement. La SAAC assure que ses agents continuent leur mission malgré le confinement au poste. Elle ajoute que les contrôleurs peuvent assister les corps de police sur demande et tiennent des activités de prévention, sensibilisation ainsi que des contrôles en entreprise. La Société d'État précise également que les policiers ont aussi des pouvoirs pour intercepter les véhicules lourds et s'assurer du respect de la réglementation. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest présente partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées. En nouveauté, le service de téléconsultation. Et à la question du jour, on vous demandait « Êtes-vous préoccupé par le fait que les contrôleurs routiers ne patrouillent pas dans la région? » Vous avez répondu oui à 66 %. On se tourne maintenant du côté de l'éducation. Le Centre de formation professionnelle du Lac-Abitibi à Lassar a annoncé ce matin d'importants investissements. Et Olivier, c'est pour offrir 2 nouveaux programmes. Oui, absolument, Kémélia. En mécanique de véhicules lourds, routiers, hybrides et électriques, ainsi que pour le secteur des engins de chantier. Le ministère de l'Éducation qui octroie 1,3 million de dollars pour la création de ces 2 nouvelles attestations d'études professionnelles. Ces programmes sont mis en place dans le but de répondre au virage électrique du secteur routier, puisque Québec veut électrifier les transports d'ici 2030. Les industries vont donc devoir avoir besoin de main-d'œuvre supplémentaire pour effectuer ce virage. Et on parle de 4 centres de formation professionnelle dont la candidature a été retenue pour offrir les formations. On mentionnait ce matin que la présence de plusieurs industries dans la région a aidé à faire pencher la balance.
Je laisse écouter le directeur du Centre de formation professionnelle du Lac-Abitibi concernant le dossier de candidature. On est allé chercher vraiment c'était quoi les besoins des gens. Suite à ça, on a eu un appel d'offres qui a été déposé du gouvernement pour un appel d'intérêt. Donc, à la suite, on a pris connaissance des documents, puis on a conjoint ça à notre recherche qu'on avait faite pour, après ça, être capable de monter un document qui répondait aux besoins de l'économie locale, puis du besoin de main-d'œuvre qui va être de plus en plus grandissant. Et donc, à quel moment il prévoit être en mesure de démarrer ces 2 programmes? Eh bien, selon ce qu'on m'a dit du côté de la direction, on parle de l'automne 2026, soit dans 1 an. Puisqu'actuellement, il y a certaines choses à mettre en place. Dans un premier temps, il faut faire connaître les 2 programmes. Il faut également acquérir de l'équipement pour permettre l'enseignement. Mais l'acquisition de ces outils ne se fait pas en un claquement de doigts. Ça demande une certaine maîtrise de connaissances avant tout. Je laisse entendre le directeur général par intérim du Centre de services scolaires du Lac-Abitibi. Bien, présentement, on a un banc d'essai au niveau de la santé et sécurité. Là, avant même de travailler sur un équipement électrique, c'est quoi les mesures de prévention? C'est quoi les précautions à prendre avant de commencer à travailler là-dessus? On a d'autres bancs d'essai de consulables. Puis, au niveau de la liste du ministère, il y a des équipements roulants qu'on va acquérir là, qui vont être hybrides électriques. En terminant, Kémélia, le programme pourra accueillir entre 16 et 18 étudiants par cohorte et on parle d'une durée de 600 heures, soit environ 6 mois. Très intéressant. Merci, Olivier. Au plaisir et bon week-end. À vous aussi. Et dans le dossier de la fonderie Horn, le médecin à la retraite Pierre Vincelette dénonce l'attitude de la Chambre de commerce de Rouyn-Noranda et de la pression que met Glencore sur le gouvernement du Québec. Dans une lettre ouverte adressée à François Legault, ce dernier l'invite, lui et plusieurs autres acteurs politiques près du dossier, à ne pas être dupes face à la menace. Entrevue d'Anthony Dallaire. Concrètement, elle sert à qui et à quoi cette lettre-là? Surtout dans un monde où, oui, on dénonce à l'intérieur, oui, on expose, mais c'est rien qu'on ne savait pas déjà. Là. La fonderie Horn a décidé récemment de renier ses engagements qu'elle avait par rapport à l'amélioration de son bilan atmosphérique et environnemental. Et ceci, ça fait aux dépens de la population. C'est un des raisons pourquoi je réagis. Mais la plus importante, c'est la lettre de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda. Cette lettre-là a été placée, c'est une forme de lobbying et j'en accepte mal que certaines élites de gens d'affaires qui ont un partenariat avec la fonderie Horn, donc qui ont des gains financiers, se permettent de donner des conseils et des jugements, et faire des jugements qu'ils expriment au premier ministre du Québec sur les risques pour la santé et sur les études qui ont été faites par la santé, par la direction de la santé publique ici régionale et celle nationale, l'INSPQ. Mais il va toujours avoir l'argument, évidemment, de la santé, l'argument économique. Une fois que ça s'est dit, comment on fait pour concilier les deux? Est-ce qu'il y a des compromis qu'on peut faire là-dedans, selon vous? La fonderie s'est engagée à vanter partout pendant des années, pendant au moins des 3 ans, 4 ans, son projet Aéris qui devait être extraordinaire, qui devrait moderniser la fonderie, qui devait aider à atteindre des objectifs environnementaux. D'un coup, ça disparaît. Tout à coup, ce besoin-là, par magie, c'est plus nécessaire. Tous les efforts qui ont été faits à date, c'est sous la menace des gouvernements. Je pense qu'il y a un effort à faire et il faut dénoncer actuellement cette situation, d'autant plus que là, il y a une campagne de lobbying importante et il ne faut pas la laisser se passer puis constater après coup, on n'a pas agi. En ce sens-là, à qui faire confiance? À qui faire confiance? Je pense faire confiance, il y a du monde parmi les citoyens, il y a du monde parmi les gens qui sont employés dans les organismes de contrôle, dans l'environnement, dans la santé, qui sont intéressés. Il y a des politiciens qui ont à cœur la santé et le bien-être des gens. Fait que je pense que c'est un faux problème d'opposer l'industrie
et la santé. Il y a moyen de combiner les deux et on le souhaite. Et restons à Rouyn-Noranda, puisque les services en pédiatrie et en maternité reprennent à l'hôpital près d'1 mois après un important incendie, on s'en souvient bien. Les consultations en lien avec les grossesses, les problèmes obstétricaux ou encore pour un accouchement se déroulent désormais dans l'aile nord du 4e étage du centre de santé. Une évaluation sera effectuée par le personnel lorsqu'une personne se présente pour une consultation. Et s'il est requis, un transfert vers un autre établissement de santé sera effectué. Les hospitalisations en pédiatrie reprennent également dans la même aile. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Les fans de rodéo seront comblés cette fin de semaine au Festival Western de Saint-Bruno-de-Guigue. On vous en parle après la pause dans le segment culturel. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. La microbrasserie Barbe-Brou inaugure un salon de dégustation au cœur de Ville-Marie. Dans ce nouvel espace intime, bière artisanale, cocktails raffinés et spiritueux d'exception se côtoient. Fidèles à leur réputation, Carole Marcoux et Éric Lepage proposent à leur clientèle une ambiance feutrée, des lieux soignés et un accueil chaleureux. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Tu veux faire ça? 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 Entraîne-toi! Location MSN de Val-d'Or. Fier partenaire des Foreurs de Val-d'Or depuis 20 ans et fier commanditaire de la chronique culturelle. Au Culturel Justine, les amateurs de rodéo seront servis en fin de semaine. Le Festival Western de Saint-Bruno-de-Guigue est commencé depuis quelques jours. Tout le village de Saint-Bruno-de-Guigue est en mode western pour vous accompagner tout au long du week-end. Cette année, c'est la 42e édition et vous retrouverez en fin de semaine les rodéos professionnels, le gymkhana, de la danse en ligne et plus encore. Des activités pour la famille vous attendent également. Du côté des spectacles, ce soir, c'est David Pinault et Rick Duff qui prennent le contrôle de la scène, chacun leur tour. Et demain soir, ce sera au tour des fameux Dueling Pianos. Et c'est une fin de semaine tout en plaisir western qui vous attend. Jusqu'à maintenant, la réponse est bonne, les gens sont là, on a la température de notre côté, on ne peut pas demander mieux. C'est sûr que les rodéos professionnels, c'est le gros morceau du festival, puis tout ce qui gravite autour de ça. Oui, on a des programmations musicales très diversifiées, très complètes, on a des beaux parties, des ambiances festives, mais c'est sûr que les rodéos professionnels, les activités équestres, juste l'ambiance générale, autant sur le site que dans le village, on a travaillé des activités qui se font un petit peu partout. Dans le début de la semaine, on a eu hier un tournoi washer, des trucs comme ça. On a introduit du pickleball. On essaie de recevoir nos gens comme si on recevait de la visite à la maison. Dans le fond, je pense que c'est à la base, le festival, c'est ça. C'est un festival qui est accueillant, qui est familial, mais qui est festif aussi. Tout le monde y trouve ça compte. Et cette année, le festival a ajouté une nouveauté à sa programmation, c'est le podcast du Festival Western de Guigue. Et vous pourrez même assister à l'enregistrement des épisodes directement sur le site. Vous avez juste à vous rendre sur le site web pour savoir à quel moment et à quel endroit ils vont enregistrer ces fameux épisodes. Voici ce que vous allez retrouver dans ce tout nouveau balado. Les balados, je pense que c'est rendu une façon de communiquer de nos jours. Donc, on voulait aussi... les gens aussi qui ont des fois des questions ou des gens, discuter avec des gens qui racontent leur expérience, leur vécu, leur coup de cœur du festival. Donc, on a mis ça sur pied, les filles du comité, puis ils vont aller chercher des invités, dans le fond, pour parler du festival, mais de ce que c'était, ce que ça veut être, les visions, les coups de cœur, comme je vous disais, un peu de tout. On suit la vibe du moment, c'est ça, les balados. De plus en plus, les gens utilisent ça comme tribune, dans le fond, pour parler de eux. Donc, on s'est mis à jour, puis nous aussi, on se lance dans cette aventure-là.
Je termine en vous mentionnant que la ville de Lorrainville se prépare à accueillir son tout nouvel événement qui pourrait devenir un classique en Abitibi-Témiscamingue, le Festi-Troc. Du 14 au 17 août, découvrez ce festival axé sur le camionnage, la musique rock et l'esprit de rassemblement. Au programme, des parades de camions, un show and shine, des danses de tracteurs et plus encore. En musique, c'est La Chicane, Travis Cormier et plusieurs autres artistes qui vous feront chanter à tue-tête. Le Festi-Troc, c'est aussi un projet à long terme puisque les fonds amassés serviront à construire une piste permanente destinée aux courses de camions lourds. En fin de semaine prochaine, direction Lorrainville pour la toute première édition du Festi-Troc. Quand on pense à l'Abitibi-Témiscamingue, on pense directement aux mines. Et on est chanceux parce qu'on a des expériences minières complètement uniques en région. Aujourd'hui, on devient mineur d'un jour pour revivre l'époque de la ruée vers l'or. Dans la Cité de l'Or, vous vivez une expérience unique en effectuant une visite à 91 mètres sous terre. Ça, ça équivaut à la longueur de 9 autobus jaunes à la queue leu-leu. La Cité de l'Or est le seul site historique au Canada qui plonge réellement le visiteur au cœur de l'exploitation d'une mine d'or qui fut parmi l'une des plus productives au pays. Xavier, comment ça se passe une visite à la Cité de l'Or? Une visite, là, en fait, là, ça se passe... On a deux types de visites, premièrement. On a la visite complète à 8h45, où est-ce qu'on emmène le monde sous terre, et puis on leur fait, avant, là, une petite histoire sur la mine et tout. Et puis là, on les emmène à la sécherie, où est-ce qu'on les habille en mineurs, comme à l'époque. Et puis on les descend sous terre. Et sous terre, on leur présente le travail que faisaient nos personnes ici à l'époque. Un travail qui était très, très, très dur, là, avec les équipements qu'on avait à l'époque, hein? Donc, et puis après, on les remonte et on leur fait montrer le site, donc les 3 bâtiments, dont celui dans lequel on se retrouve en ce moment. Et là, bien, ça, c'est pour la visite complète. Elle est d'environ 3 heures. Et on a des visites express où est-ce qu'on emmène le monde sous terre. C'est un peu moins long que le 3 heures, parce que c'est pas tout le monde qui a le même temps non plus. Exact. Et on fait le même principe. On leur fait présenter une petite histoire, on les descend sous terre, et puis après, on leur fait présenter le laboratoire. Qu'est-ce qui fait que la Cité de l'Or, c'est un des sites les plus historiques de la région? En fait, il faut se mettre faut reculer un peu dans le temps. Il faut se dire que vraiment, ici, là, ce qui a commencé, en tout cas pour la ville de Val-d'Or, ça a été les mines. La mine Lamaque, ça a été la première mine ici à Val-d'Or en 1935. Et c'est vraiment à cause de cette mine-là que Val-d'Or est ce qu'on connaît aujourd'hui. Et toi, Xavier, ça fait cet été que tu es ici, à la Cité de l'Or. C'est quoi ta partie préférée d'une visite de la mine ou peut-être un petit trésor caché? OK, bien, moi, pour être honnête, là, ce que j'adore de mon emploi ici à la Cité de l'Or et tout, on échange avec du monde qui, eux, ont vécu des choses, que leurs familles ont travaillé ici, que leurs familles étaient des immigrants qui sont venus travailler au Canada, et puis là, mes grands-parents, ils travaillaient ici, fait qu'on veut juste venir voir à quoi ça leur ressemblait. Avoir des discussions comme ça avec le monde, c'est très enrichissant, c'est très agréable, très le fun. Je pense que c'est mon petit trésor là, de la Cité de l'Or, ce que ça m'apporte à moi. Bien, merci beaucoup, Xavier. Puis je te souhaite d'en avoir plein d'autres, des belles discussions enrichissantes ici. Merci beaucoup. Chantal, comment est né le musée minéralogique à Malartic? Ça fait longtemps qu'il est né, plus de 50 ans. Oui. Donc, c'est en 1972. À l'époque, c'était une petite église. Puis ensuite, le bâtiment actuel a été érigé en 1979. Et là, en 2025, qu'est-ce qu'on peut découvrir ici au musée pour les gens qui ne sont jamais venus faire un tour? On a entre autres la salle d'exposition temporaire qui permet de visiter à chaque été une exposition différente. Cet été, on présentait la place des femmes, plus de 50 photographies de femmes qui œuvrent ici dans le domaine minier. On a aussi une partie qui est l'exposition permanente. On a un simulateur de tremblement de terre. On a aussi une magnifique collection d'échantillons d'or véritables, d'or visible. Et à Malartic, il y a un autre attrait pour le circuit minier, c'est la mine canadienne Malartic et vous offrez des visites, c'est bien ça? Oui. C'est un tour guidé en autobus. On visite la fosse sur le site même. Puis on fait un arrêt au garage pour voir la machinerie utilisée de plus près et les fameux gros camions de 140 tonnes qui transportent le minerai. Eh bien, merci beaucoup, Chantal. Bien, merci. Je vous souhaite un bel été ici au musée. Merci beaucoup. Et voilà, maintenant, vous en savez plus sur l'industrie qui fait vivre notre région. Tu sais, l'Abitibi-Témiscamingue, là, c'est pas un trou, c'est précieux. Les Jeux du Canada commencent aujourd'hui et 2 athlètes de la région y seront en cyclisme sur route. Tous les détails après la pause. Les sports,
vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Et les Jeux du Canada commencent aujourd'hui à Saint John, dans la capitale de Terre-Neuve et Labrador. Et 2 athlètes de la région y seront pour l'épreuve de cyclisme sur route. Jacob Roy de l'équipe Ponce et Joseph Vachon en vélo à main. Il y aura 3 jours de course de cyclisme les 11, 13 et 16 août sur un parcours urbain et côtier. Et les Jeux du Canada, eux, se déroulent jusqu'au 25 août. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, une vague de chaleur frappe la région en fin de semaine, Justine. Effectivement, jusqu'à lundi, Kémélia, des chaleurs intenses seront ressenties en Abitibi-Témiscamingue. Autant le jour que la nuit, on va même frôler les 40 degrés durant toute la fin de semaine. Alors, ça va être important de boire beaucoup d'eau, de prendre soin de nous, mais surtout de nos proches. Ce soir et cette nuit, sur l'ensemble du territoire, ce sera partiellement nuageux avec un petit 30 de probabilité d'averse et un petit risque d'orage, mais il y a peu de chances que ça tombe sur l'ensemble du territoire avec un minimum de 20 degrés. Et demain, partout en région, on aura une alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 32, mais qui va être ressenti 40 avec le facteur humidex. C'est une journée très, très chaude qui nous attend demain. Et je termine avec dimanche. Ce sera ensoleillé avec un maximum de 33 qui devrait également là, monter, frôler les 40 degrés avec le facteur humidex dans les prochains jours. On boit beaucoup d'eau, on mange des popsicles, on trouve des moyens de se rafraîchir. Ça va être nécessaire là, avec les grandes chaleurs qui s'en viennent tout au long du week-end. Très bien, merci Justine. Je vais appliquer tous ces conseils. Bonne fin de semaine à toi. Donc, c'est complet pour ce bulletin d'information. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été à l'écoute et d'avoir été là tout au long de la semaine. Nous, on se donne rendez-vous lundi prochain. D'ici là, je vous souhaite de passer un excellent week-end.